pour son exposé et je donne à présent la parole à M. Indrika Ratwatte. Mr. President, Excellencies, Monsieur le Président, Excellences, depuis que le Conseil s'est réuni il y a 2 semaines et demie, des civils ont été tués et blessés, des logements ont été réduits à l'état de ruine, l'électricité et l'eau ont été coupées, des entrepôts de l'ONU et d'autres installations humanitaires ont été endommagés, l'aide destinée aux civils a été détruite et pourtant, au quotidien, les organisations humanitaires continuent de riposter dans toute l'Ukraine, à Odessa et Mykolaiv, où des logements, des bus, des infrastructures énergétiques ont été frappés, à Kharkiv, Dnipro, Soumy et Zaporizhzhia, où des attaques aériennes répétées continuent de toucher le quotidien des habitants, à Kiev où des familles doivent à nouveau déblayer les débris de logements et d'appartements après les attaques de la semaine dernière, et dans les communautés qui se trouvent à proximité des lignes de front, y compris Donetsk et Kherson, où les bombardements et les attaques de drones demeurent une réalité quotidienne. Nous ne devons pas permettre que ces attaques répétées fassent apparaître ces souffrances comme habituelles. Nous restons vivement préoccupés par les signalements de préjudice porté aux civils en Fédération de Russie, même si l'ONU ne peut pas vérifier tout cela de manière indépendante. Des attaques de drones de longue portée ont été signalées, continuent de provoquer des victimes civiles et d'endommager des infrastructures. Par exemple, le 17 et 18 juillet, les autorités russes ont signalé des attaques, y compris des frappes contre les centres logistiques de Wildberries à Moscou et Tambov, avec 8 personnes ont été tuées et 86 blessées. Des villes différentes, des attaques différentes, mais le même résultat, les civils payent le plus lourd tribut. Cela ne doit pas devenir la norme. Monsieur le Président, chaque série d'attaques nuit encore davantage aux civils. Il y a de plus en plus de familles en deuil, de plus en plus de logements endommagés, les services essentiels sont interrompus. Nombre de communautés doivent mettre en pause les efforts de redressement. Pour de nombreuses communautés, c'est maintenant le 4e État passé sous l'ombre d'hostilités qui se poursuivent, dans la crainte de l'hiver qui se profile. Pour d'autres, ces souffrances durent depuis encore bien plus longtemps. Monsieur le Président, alors que la tactique et le périmètre de ce conflit évoluent, le travail des organisations humanitaires doit évoluer également. Et chaque matin, on se pose la même question. Comment toucher les populations de manière sûre? Comment acheminer l'aide? Et la question est de plus en plus difficile. L'aide humanitaire se déplace, des entrepôts sont relocalisés, les itinéraires des convois sont revus, la nature du travail change, mais l'objectif, non. Alors même que les organisations humanitaires répondent face aux situations urgentes d'aujourd'hui, elles se préparent pour l'hiver et prépositionnent des stocks, appuient la réparation des logements, des infrastructures critiques. La semaine dernière, nous avons lancé le plan d'intervention annuel d'hiver, car les communautés qui sont déjà éprouvées par la guerre ne peuvent pas faire face à un nouvel hiver sans soutien. Les acteurs humanitaires restent déterminés à toucher les populations dans le besoin, malgré un environnement qui évolue et qui est difficile. Nous continuons de fournir des aliments, des abris d'urgence, de l'aide en espèces, des soins de santé, un appui psychosocial à des millions de personnes. Les acteurs locaux continuent de venir en aide aux communautés dans des conditions extrêmement difficiles. Dans le cadre de ces défis, les mécanismes humanitaires concrets peuvent sauver des vies, peuvent soutenir l'évacuation sûre et volontaire des civils et permettre une aide vitale. L'OCHA reste engagé à poursuivre sur la voie de ces mécanismes concrets. Monsieur le Président, 4 ans et demi se sont écoulés depuis l'escalade des hostilités et les dangers auxquels font face les civils au quotidien, et la manière dont les organisations humanitaires travaillent ont changé. Mais les obligations des parties au titre de l'orientation humanitaire restent inchangées et sans équivoque. Là où les parties mènent des opérations militaires, les civils, y compris les humanitaires, doivent être protégés. Les infrastructures civiles dont dépendent les civils doivent être épargnés. Les secours humanitaires doivent pouvoir être acheminés vers les civils dans le besoin. Les parties doivent honorer la finalité du droit international humanitaire
qui concerne avant tout la protection. Monsieur le Président, nous continuerons de nous adapter parce que les civils ont besoin de nous. Nous remplacerons les stocks détruits. Nous continuerons de travailler avec les acteurs locaux et pour aider les civils. Mais nos déterminations ne doivent pas être confondues avec de l'acceptation. Les organisations humanitaires trouvent une manière de travailler parce que c'est leur travail, mais cela ne veut pas dire que ces conditions soient acceptables. Et cette détermination extraordinaire des civils ne doivent pas non plus être assimilés à une capacité illimitée de supporter des souffrances. Les organisations humanitaires continuent de faire tout ce qui est en leur pouvoir, mais ne peuvent pas compenser l'échec à honorer la dimension protection du droit international humanitaire. La responsabilité d'épargner les civils et de répondre à leurs besoins essentiels incombe aux parties au conflit. Les acteurs ayant de l'influence ont une responsabilité également. Le droit international humanitaire n'est pas facultatif. Merci. Son exposé.